Tu comprends maintenant pourquoi nous ne pûmes t'attendre. Pauline, en voyant ton intention de profiter de notre barque, m'avait demandé ton nom, et s'était rappelé t'avoir rencontré plusieurs fois, soit chez madame la comtesse de M, soit chez la princesse Belle. À la seule idée de se retrouver en face de toi, son visage prit une telle expression d'effroi que j'en fus effrayé, et que j'ordonnai à mes bateliers de s'éloigner à force de rames, quelque chose que tu dusses penser de mon impolitesse. Pauline se coucha au fond de la barque, je m'assis près d'elle, et elle appuya sa tête sur mes genoux. Il y avait juste 2 ans qu'elle avait quitté la France ainsi souffrante et appuyée que sur moi. Depuis ce temps, j'avais tenu fidèlement l'engagement que j'avais pris. J'avais veillé sur elle comme un frère, je l'avais respectée comme une sœur. Toutes les préoccupations de mon esprit avaient eu pour but de lui épargner une douleur ou de lui ménager un plaisir. Tous les désirs de mon âme avaient tourné autour de l'espérance d'être aimé un jour par elle. Quand on a vécu longtemps auprès d'une personne, il y a de ces idées qui vous viennent à tous deux en même temps. Je vis ses yeux se mouiller de larmes. Elle poussait un soupir, et, me serrant la main qu'elle tenait entre les siennes, « Que vous êtes bon !» me dit-elle. Je tressaillis de la sentir répondre ainsi complètement à ma pensée. « Trouvez-vous que j'ai fait ce que je devais faire ?» lui dis-je. « Oh, vous avez été pour moi l'ange gardien de mon enfance, qui s'était envolé un instant, et que Dieu m'a rendu sous le nom d'un frère. Eh bien, en échange de ce dévouement, ne ferez-vous rien pour moi ? Hélas. Que puis-je maintenant pour votre bonheur ? Dit Pauline. Vous aimez ? Alfred, en face de ce lac, de ces montagnes, de ce ciel, de toute cette nature sublime en face de Dieu qui les a faits. Oui, Alfred, je vous aime. Je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant cela. Oh oui, oui, je le sais, répondis-je. Mais ce n'est point assez de m'aimer. Il faut que votre vie soit attachée à la mienne par des liens indissolubles. Il faut que cette protection que j'ai obtenue comme une faveur devienne pour moi un droit. Elle sourit tristement. Pourquoi seriez-vous ainsi ? Lui dis-je. C'est que vous voyez toujours l'avenir de la terre et moi l'avenir du ciel. Encore ? Lui dis-je. Pas d'illusions, Alfred. Ce sont les illusions qui rendent les douleurs amères et inguérissables. Si j'avais conservé quelque illusion, moi, croyez-vous que je n'eusse point fait connaître à ma mère que j'existais encore ? Mais alors, il m'aurait fallu quitter une seconde fois ma mère, et vous ? C'eût été trop. Aussi ai-je eu d'avance pitié de moi-même, et me suis-je privé d'une grande joie pour m'épargner une suprême douleur. Je fis un mouvement de prière. « Je vous aime, Alfred !» me répéta-t-elle. « Je vous redirai ce mot tant que ma bouche pourra prononcer 2 paroles. Ne me demandez rien de plus, et veillez vous-même à ce que je ne meure pas avec un remords. » Que pouvais-je dire, que pouvais-je faire en face d'une telle conviction ? Prendre Pauline dans mes bras et pleurer avec elle sur la félicité que Dieu aurait pu nous accorder et sur le malheur que la fatalité nous avait fait. Nous demeurâmes quelques jours à Lucerne, puis nous partîmes pour Zurich, et nous descendîmes le lac et nous arrivâmes à Pfeffer. Là, nous comptions nous arrêter 1 semaine ou 2. J'espérais que les eaux thermales feraient quelque bien à Pauline. Nous allâmes visiter la source féconde sur laquelle je basais cette espérance. En revenant, nous te rencontrâmes sur ce pont étroit et dans ce souterrain sombre. Pauline te toucha presque, et cette nouvelle rencontre lui donna une telle émotion qu'elle voulut partir à l'instant même. Je n'osai insister, et nous prîmes sur le champ la route de Constance. Il n'y avait plus à en douter pour moi-même, Pauline s'affaiblissait d'une manière visible. Tu n'as jamais éprouvé, tu n'éprouveras jamais, je l'espère, ce supplice atroce de sentir un cœur qu'on aime cesser lentement de vivre sous votre main, de compter chaque jour, le doigt sur l'artère, quelques battements fiévreux de plus, et de se dire chaque fois que, dans un sentiment réuni d'amour et de douleur, on presse sur sa poitrine ce corps adoré, qu'une semaine, 15 jours, 1 mois encore peut-être, cette création de Dieu qui vit, qui pense, qui aime, ne sera plus qu'un froid cadavre, sans parole et sans amour. Quant à Pauline, plus le temps de notre séparation semblait s'approcher, plus on nous dit qu'elle avait amassé pour ces derniers moments les trésors de son esprit et de son âme. Sans doute
mon amour poétise ce crépuscule de sa vie. Mais vois-tu, ce dernier mois qui s'écoula entre le moment où nous te rencontrâmes à Pfeffer et celui où, du haut de la terrasse d'une auberge, tu laissas tomber au bord du lac Majeur ce bouquet d'orangers dans notre calèche, ce dernier mois sera toujours présent à ma pensée, comme a dû l'être à l'esprit des prophètes l'apparition des anges qui leur apportaient la parole du Seigneur. Nous arrivâmes ainsi à Arona. Là, quoique fatiguée, Pauline sembla si bien renaître aux premières bouffées de ce vent d'Italie que nous ne nous arrêtâmes qu'une nuit, car tout mon espoir était maintenant de gagner Naples. Cependant, le lendemain, elle était tellement souffrante qu'elle ne put se lever que fort tard. Au lieu de continuer notre route en voiture, je pris un bateau pour atteindre Sesto Calende. Nous nous embarquâmes vers les 5 heures du soir. À mesure que nous nous approchions, nous voyions au dernier rayon tiède et doré du soleil la petite ville, couchée au pied de ses collines, et sur ces collines ses délicieux jardins d'orangers, de myrtes et de lauriers roses. Pauline les regardait avec un ravissement qui me rendit quelque espoir que ses idées étaient moins tristes. « Vous pensez qu'il serait bien doux de vivre dans ce délicieux pays ?» lui demandai-je. « Non, » répondit-elle. « Je pense qu'il serait moins douloureux d'y mourir. J'ai toujours rêvé les tombes ainsi, » continua Pauline. « Placées au milieu d'un beau jardin, embaumé, entourées d'arbustes et de fleurs. On ne s'occupe pas assez chez nous de la dernière demeure de ceux qu'on aime. On part leur lit d'un jour et l'on oublie leur couche de l'éternité. Si je mourais avant vous, Alfred, reprit-elle en souriant, après un moment de silence, et que vous fussiez assez généreux pour continuer à la mort les soins de la vie, je voudrais que vous vous souvinssiez de ce que je viens de vous dire. « Oh, Pauline, Pauline !» m'écriai-je en la prenant dans mes bras et en la serrant convulsivement contre mon cœur. « Ne me parlez pas ainsi, vous me tuez. »« Eh bien non, » me répondit-elle. « Mais je voulais vous dire cela, mon ami, une fois pour toutes, car je sais qu'une fois que je vous l'aurai dit, vous ne l'oublierez jamais. Non, vous avez raison, ne parlons plus de cela. D'ailleurs, je me sens mieux. Naples me fera du bien. Il y a longtemps que j'ai envie de voir Naples. »« Oui, » continuai-je en l'interrompant. « Oui, nous y serons bien. Nous prendrons pour cet hiver une petite maison à Sorrente ou à Resina. Vous y passerez l'hiver, réchauffé au soleil, qui ne s'éteint pas. Puis, au printemps, vous reviendrez à la vie avec toute la nature. »« Qu'avez-vous, mon Dieu ?»« Oh, que je souffre !» dit Pauline en se raidissant et en me portant sa main à sa poitrine. « Vous le voyez, là, Alfred, la mort est jalouse même de nos rêves. Et elle m'envoie la douleur pour nous réveiller. » Nous demeurâmes en silence jusqu'au moment où nous abordâmes. Pauline voulut marcher, mais elle était si faible que ses genoux plièrent. Il commençait à faire nuit. Je la pris dans mes bras et je la portai jusqu'à l'hôtel. Je me fis donner une chambre près de la sienne. Depuis longtemps, il y avait entre nous quelque chose de saint, de fraternel et de sacré, qui faisait qu'elle s'endormait sous mes yeux comme sous ceux d'une mère. Puis, voyant qu'elle était plus souffrante que je ne l'avais vue encore, désespérant de pouvoir continuer notre route le lendemain, j'envoyai un express en poste dans ma voiture pour aller chercher à Milan et ramener à Sesto le docteur Scarpa. Je remontai près de Pauline. Elle était couchée. Je m'assis au chevet de son lit. On eût dit qu'elle avait quelque chose à me demander et qu'elle n'osait le faire. Pour la 20e fois, je surpris son regard fixé sur moi avec une expression inouïe de doute. « Que voulez-vous » lui dis-je. « Vous désirez m'interroger et vous n'osez pas le faire. Voilà déjà plusieurs fois que je vous vois me regarder ainsi. Ne suis-je pas votre ami, votre frère ?»« Oh, vous êtes bien plus que cela, » me répondit-elle. « Et il n'y a pas de nom pour dire ce que vous êtes. Oui, oui, un doute me tourmente, un doute terrible. Je l'éclaircirai plus tard, dans un moment où vous n'oserez pas me mentir. Mais l'heure n'est pas encore venue. Je vous regarde pour vous voir le plus possible. Je vous regarde parce que je vous aime. » Je pris sa tête et la posai sur mon épaule. Nous restâmes ainsi 1 heure à peu près, pendant laquelle je ressentis son souffle haletant mouiller ma joue, et son cœur bondir contre ma poitrine. Enfin, elle m'assura qu'elle se sentait mieux et me pria de me retirer. Je me levai pour lui obéir et, comme d'habitude,
j'approchai ma bouche de son front. Lorsqu'elle me jeta les bras autour du cou et appuyant ses lèvres sur les miennes, « Je t'aime », murmura-t-elle dans un baiser. Et elle retomba la tête sur son lit. Je voulus la prendre dans mes bras, mais elle me repoussa doucement et sans ouvrir les yeux. « Laisse-moi, mon Alfred, » me dit-elle. « Je t'aime, je suis bien, je suis heureuse. » Je sortis de la chambre. Je n'aurais pas pu y rester dans l'état d'exaltation où ce baiser fiévreux m'avait mis. Je rentrai chez moi. Je laissai la porte de communication entr'ouverte afin de courir auprès de Pauline au moindre bruit. Puis, au lieu de me coucher, je me contentai de mettre bas mon habit et j'ouvris la fenêtre pour chercher un peu de fraîcheur. Le balcon de ma chambre donnait sur ces jardins enchantés que nous avions vus du lac en nous approchant de Sesto. Au milieu des touffes de citronniers et des massifs de lauriers roses, quelques statues, debout sur leurs piédestaux, se détachaient aux rayons de la lune, blanches comme des ombres. À force de fixer les yeux sur l'une d'elles, ma vue se troubla. Il me sembla la voir s'animer et qu'elle me faisait signe de la main, en me montrant la terre. Bientôt cette illusion fut si grande que je crus m'entendre appeler. Je portai mes 2 mains à mon front, car il me semblait que je devenais fou. Mon nom, prononcé une seconde fois d'une voix plus plaintive, me fit tressaillir. Je rentrai dans ma chambre et j'écoutais. Une 3e fois, mon nom arriva jusqu'à moi, mais plus faible. La voix venait de l'appartement d'à côté. C'était Pauline qui m'appelait. Je m'élançai dans sa chambre. C'était bien elle. Elle, expirante et qui n'avait pas voulu mourir seule, et qui, voyant que je ne lui répondais pas, était descendue de son lit pour me chercher dans son agonie. Elle était à genoux sur le parquet. Je me précipitai vers elle, voulant la prendre dans mes bras, mais elle me fit signe qu'elle avait quelque chose à me demander. Puis, ne pouvant parler, et sentant qu'elle allait mourir, elle saisit la manche de ma chemise, l'arracha avec ses mains, mit à découvert la blessure à peine refermée que 3 mois auparavant elle m'avait faite la balle du comte Horace, et, me montrant du doigt la cicatrice, elle poussa un cri, se renversa en arrière et ferma les yeux. Je la portai sur son lit, et je n'eus que le temps d'approcher mes lèvres des siennes pour recueillir son dernier souffle et ne pas perdre son dernier soupir. La volonté de Pauline fut accomplie. Elle dort dans un de ces jardins qui dominent le lac, au milieu du parfum des orangers et sous l'ombrage des myrtes et des lauriers roses. « Je le sais, » répondis-je à Alfred, « car je suis arrivée à Sesto 4 jours après que tu l'avais quittée. Et sans savoir qui elle renfermait, j'ai été priée sur sa tombe. »